Le peuple ouan, le connaissez-vous? Et pourtant, les ouans constituent une frange de la population de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les ouans font l'objet de notre étude d'aujourd'hui. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les ouans occupent une petite région comprise entre Tiénibé, Mankono, Gouitafla et Béoumi. Ou plus précisément, si vous le voulez, les ouans occupent la sous-préfecture de Kounaïri. Cela étant, je m'avais vous annoncer quelques thèmes de notre étude d'aujourd'hui, à savoir qui sont les ouans et d'où viennent-ils et quels sont leurs rapports avec les Mona, leurs voisins, et les Baoulé, les Gouro et les Koera. Nous allons aussi parler du Goli, car selon l'histoire, les ouans sont les auteurs du culte du Goli. Le peuple ouan est un peuple paisible, pacifique, très rattaché au travail de la terre, dont il se nourrit et dont il tire son revenu. Je citerai deux faits qui marquent la société. C'est la cérémonie d'excision féminine appelée communément le clin. Cette cérémonie est organisée à des périodes selon le cas. Et aussi les funérailles grandioses qui occasionnent des dépenses très pompeuses pour la population. Ce qui est remarquable et très attractif, c'est que le même individu ouan parle 5 langues, à savoir le gouro, le baoulé, le malinké, le mouna et le ouan lui-même. C'est un peuple au plan culturel qui est un produit d'un brassage culturel de tout ce peuple que je viens de citer. L'histoire des ouans, comme celle de tant d'autres peuples dits primitifs ou dits civilisés, se perd dans la nuit des temps. Et comme elle est transmise souvent oralement, elle a pu de ces faits être plus ou moins embellie en cours de parcours. Là également, comme d'ailleurs, on ne peut que se rapporter à ce qu'en disent les légendes et les historiens, d'une manière générale, les chercheurs. Les ouans forment un groupe charnière entre les Malinké, les Baoulé et les Gouro. Ils occupent actuellement les régions centrales de savane de la Côte d'Ivoire, particulièrement la sous-préfecture de Béoumi et celle de Kounaïri. Les ouans sont constitués de deux sous-groupes, les Miamou que l'on rencontre dans la sous-préfecture de Kounaïri et les Kémou dans la sous-préfecture de Béoumi. En tant que groupe ethnique, les ouans sont très mal connus en Côte d'Ivoire à cause d'un accident de l'histoire coloniale. En effet, leur territoire a été divisé en deux régions administratives dès les premiers contacts militaires. N'ayant jamais bénéficié d'un statut de tribu ni d'une administration pendant la colonisation, et c'est là pour des raisons d'efficacité bureaucratique, les ouans ont été souvent méprisés et considérés comme un groupe minoritaire, parfois même marginal. Les ouans ont aussi connu le triste souvenir des incursions de Samori Touré dans les années 1890. En effet, la guerre de Samori a dévasté le pays ouan et réduit toute la population ouan, selon l'anthropologue américain Philippe Ravenil, à 2600 personnes. Ce chiffre était tellement bas par rapport aux autres ethnies ivoiriennes que partout dans les premiers documents d'archives, l'on qualifie les ouans de petites tribus, de minuscules cantons.
Si l'on tient compte de la classification des langues mandées, et l'on situe les Ouan dans le groupe appelé Mandé Sud par opposition au Mandé Nord ou Malinké. Les Ouan sont cultivateurs, c'est pourquoi on dit d'eux les hommes du champ. En pays Ouan, on ne trouve pas d'hommes qui travaillent à plein temps dans un métier spécialisé. Les artisans tels que le tisserand, le chasseur ou le sculpteur existent, mais ils exercent leur métier au moment perdu. L'unité sociale la plus importante chez les Ouan est le village. Au sein du village, on fait une distinction entre le clan qui a fondé le village et les autres clans qui sont venus plus tard. Le clan des fondateurs est le propriétaire de la terre et il agit rituellement comme responsable de la paix et du maintien de l'ordre. Si au plan ethnique les Ouan sont peu connus, et sur le plan culturel, le peuple Ouan est connu de tous. Car ce sont les Ouan qui sont les auteurs du culte Goli, une institution culturelle qui leur a été empruntée par leurs voisins, les Baoulés et les Gourous. Le culte Goli a d'ailleurs donné naissance à un art plastique reconnu dans le monde entier et qui figure parmi les chefs-d'œuvre de l'art africain. Au cours de nos investigations dans la région de Kounaïri et sur le Ouan, nous avons rencontré les détenteurs de la tradition orale de la région. Et nous avons rencontré aussi du côté des chercheurs le professeur dromologue Yangourabwa Georges. Ils nous parlent tous du peuple Ouan. Le peuple Ouan est un peuple parti du Bas-Cavali, chassé par les cris de guerre des Libériens et repoussé dans la région de Tia-Salé où ils ont eu une brève rencontre avec les Baoulés. C'est à partir de là d'ailleurs qu'est venu le mot Ouan, déformation de la question Ouamouan, qui signifierait en baoulé qui sont-ils. Bon, après cette brève rencontre, les Ouan ont cru que les baoulés qui les ont envahis là sont allés chercher d'autres groupes et venir les assaillir. C'est ainsi les Ouan, aussitôt après le départ des baoulés, se sont dirigés dans la région de Boaflé et se sont retrouvés à Maminzi, aujourd'hui déformé Mamingi, pour créer leur premier village qui s'appelle Wadje. Et à Wadje s'est engagée une bataille entre Ouan et Gouro à propos d'un problème d'adultère. C'est à partir de ce problème que les Ouan, ne pouvant plus supporter tout ce que les Gouro leur faisaient subir, parce que c'est le Ouan qui avait commis l'adultère. C'est ainsi qu'ils se sont enfuis de cette région pour venir s'installer dans la région de Goïtafla et créer un second village appelé Ouazra. De Ouazra, toujours les Gourous qui avaient à cœur de se venger de Lafon ont repoussé les Ouan pour venir se retrouver à Krango par déformation Kounaïri, l'actuel village Ouan. Mais sur cette place, les Ouan n'avaient trouvé aucun peuple. D'abord, les deux premiers qui étaient arrivés là étaient des chasseurs, ils ont fait leur apatam. Après une partie des chasses, ils venaient s'installer et ils ont trouvé que là, il n'y avait pas d'envahisseurs et ils étaient très libres. C'est ainsi qu'ils ont fait appel à leurs frères et ils sont venus s'installer. Les Ouan sont parmi les populations que nous appelons les populations reliques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les populations qui étaient autrefois très nombreuses et qui petit à petit tend à se fondre dans de grandes unités, dans des unités linguistiques. Les Ouan n'ont pas certainement à l'origine ce don. Le mythe raconte que ce sont les groupes baoulés qui, venant s'installer dans la région de Béoumi, qui auraient demandé quels sont les peuples qui sont nos voisins. Qui sont ces gens qui sont à notre droite et qui sont les gens qui sont à l'ouest de nous. Donc en Baoulé on dit Ouamouye Baoulé. Qui sont ces gens qui sont là?
Ouamou Yebooleo. C'est cela qui aurait donné le nom Ouan. Mais chose curieuse, les Ouan même s'appellent aussi Ouan. Vous comprenez? Alors nous ne savons pas si c'est la version baoulé qui est vraie ou si c'est la version Ouan qui est vraie. Ce qui est certain, c'est que le nom Ouan est aussi bien employé par le baoulé que par les Ouan eux-mêmes pour se désigner. Les Ouan seraient antérieurs dans la région avant donc l'arrivée des baoulés. Et d'après ce que nous savons, certains groupes Ouan disent qu'ils viennent du Bas Cavali. Certains disent qu'ils viennent du nord. Certains disent qu'ils viennent de derrière le Komwe. Et certains également disent qu'ils viennent de Wadje. Alors, ce sont donc différents lieux de provenance, disons donc différentes origines des populations Ouan de Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes ne se mettent pas d'accord pour savoir quel est leur pays d'origine, pour savoir de quel coin de la Côte d'Ivoire ils viennent, ou alors de quel coin de l'Afrique de l'Ouest viennent-ils. Si vous posez la question aux Ouan du Nord, ils ont une version. Si vous posez la question aux Ouan du Centre, ils ont une version. Et quand on pose la question aux Ouan du Sud, ils ont une version. Donc voilà les différentes origines ou les différents lieux supposés être l'origine ou le berceau du peuple Ouan. Certains disent qu'ils viennent du Bas Cavali. Nous savons que dans les temps très anciens, des populations No ou Nosso sont parties de la région de Tabou pour remonter vers le nord. Ce sont ces populations qui ont donné naissance, certains aux Oué et d'autres aux Dan, qu'on appelle les Mandés du Sud. Est-ce que les Ouan seraient parmi ces groupes-là? Nous sommes obligés de dire peut-être oui, parce que des éléments existent qui peuvent confirmer cela. D'autres Ouan disent qu'ils viennent du nord, c'est-à-dire de la région de Mankono, dans le pays Koyaka. Cette version ne peut pas aussi être tellement fausse parce que les Ouan ont beaucoup de rapports avec les populations de cette région. Et puis la région de Koyaka ou de Mankono, à celle de Ouan, la distance n'est pas très grande. Donc nous pouvons admettre que probablement certaines populations ou certains ancêtres de certains clans sont venus de cette région pour se mêler au groupe Ouan d'origine. Parce qu'en fait, le Maou ou le Koyaka parlé n'est pas la même langue que la langue Ouan. Vous comprenez? Donc, au niveau linguistique, il y a des éléments qui infirment cette version. Vous avez des Ouan également qui prétendent venir de derrière le Komwe, avant d'être dans la région qui est aujourd'hui leur pays d'origine. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette région, on serait tenté de ne pas lui accorder une grande importance. Mais à l'analyse, nous pensons également que cette version peut avoir des éléments de réponse, et reposer sur des bases solides. Vous avez dans la région de Mbayakro, du côté de Satama Sokura, et dans le département de Dabakala, une population qu'on appelle les Nguins. Les Nguins sont linguistiquement le même groupe que les Ouan, que les Toura, que les Gouro, que les Gagou. Mais quand vous posez la question aux Nguins, ils vous disent qu'eux aussi viennent du Ghana. Donc, cette région que les Ouan disent ou désignent est derrière le Komwe. Ce n'est pas forcément au Ghana, mais derrière le Komwe, peut-être au Ghana comme en Côte d'Ivoire, parce que le Komwe ne sert pas de limite entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, quand les Ouan disent cela, et quand les Nguins également affirment cela, nous sommes obligés de leur accorder une certaine importance,
Parce qu'au moment où les Baoulés venaient, les Baoulés avaient rencontré également des populations d'origine, de même origine que les Ouans, c'est-à-dire les Gouro, derrière le Bandama, du côté de Tia-Salé. Donc, nous sommes obligés de donner une certaine importance également à cette déclaration. Certains groupes de Ouans prétendent venir de Wadjé. Wadjé est la région aujourd'hui comprise entre Boisflé et Zenoula. C'est là, sur l'ancienne route à l'endroit de Binzra. Cette région, selon certains Ouans, aurait été leur berceau avant de descendre du côté de Maminidji, avant de partir à Goïtafla, et de Maminidji à Goïtafla, de Goïtafla à Kounaïri. Donc, toutes ces régions, avant l'arrivée du gros groupe des Gouro, étaient déjà peuplées de Ouans. C'était le pays d'origine de Ouans. Alors, que dire de toutes ces affirmations? Venir du Bas-Cavali, venir du nord de la Côte d'Ivoire, venir du centre de la Côte d'Ivoire, venir de l'est de la Côte d'Ivoire, où se trouve la vérité? Et il y a un dernier groupe qui prétend que les Ouans sont d'origine. Ils ont simplement erré un peu à gauche et à droite, mais en fait que les Ouans sont originaires de la région qu'ils habitent. Une chose est certaine. Nous savons qu'aussi loin que nous remontons dans le temps, allons jusqu'au paléolithique ancien, la région habitée de Côte d'Ivoire à cette époque lointaine, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 000 ans en Côte d'Ivoire, la région habitée au paléolithique ancien, je dis, c'est la région comprise entre les deux Bandama. Or, la région comprise entre les deux Bandama est aujourd'hui effectivement la région que les Ouans habitent. Donc si cette région est aujourd'hui celle que les Ouans habitent, on peut donc dire que toute cette population préhistorique n'ont pas disparu. Certaines populations ont survécu et certaines populations se sont même fondues dans d'autres groupes plus grands et ont été phagocytées par des groupes linguistiquement plus importants. Moi personnellement, je partage le point de vue de ceux qui disent que les Ouans sont des populations d'origine, c'est-à-dire autochtones de la région qu'ils habitent en ce moment, c'est-à-dire originaires de la région comprise entre les deux Bandama, le Bandama blanc et le Bandama rouge. Maintenant, qu'autrefois, il y a peut-être 5000 ans, au néolithique, que la population Ouan soit plus nombreuse, au point qu'elle le retrouve aussi derrière le Congo, cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible. Parce que même en Côte d'Ivoire, nous retrouvons encore des populations paléolithiques, c'est-à-dire très anciennes, qui de l'Est sont passées à l'Ouest. Ce n'est qu'une question de peuplement, c'est une question de déplacement. Les humains sont faits pour se déplacer. Les humains ne sont pas des arbres pour se fixer à un endroit d'un territoire quelconque. Donc de l'Est, on peut aller au nord, du nord, on peut venir au sud. Alors s'il y a eu des apports venus du nord ou du sud, chez les Ouans, c'est possible. Que certains Ouans également aient quitté leur région pour aller au sud ou à l'est, c'est possible. Mais moi, je demeure convaincu que les Ouans sont une population d'origine. Et puis quand la mémoire collective oublie le lieu d'origine d'une population, cela peut être le fait de l'antériorité de cette population sur cette terre, parce qu'elle n'a jamais été informée d'un autre lieu de provenance. Alors, la mémoire collective n'a pas un autre nom pour le lieu d'origine. Ça peut aussi être un fait politique. Le groupe dominant peut obliger le groupe minoritaire à changer de lieu de provenance. Vous venez de tel endroit, mais désormais, pour telle et telle raison, vous allez dire que vous venez de tel autre endroit. Donc, depuis le paléolithique ancien, c'est-à-dire que depuis plus de 10 000 ans, la Côte d'Ivoire était habitée.
ça n'a jamais été une région vide. Et la région habitée est exactement celle des Ouans d'aujourd'hui, c'est-à-dire la région comprise entre les deux Bandama. Les Ouans ont une faculté d'assimilation extraordinaire, car les Ouans parlent au moins 5 langues. Mais d'où vient le fait que les Ouans parlent autant de langues? Les Ouans parlent baoulé, mona, gourou, koyaga. Dans l'ancien temps, les baoulés godaient à 30 km de Koumairi dans la région de Béoumi venaient apprendre à chanter et à danser le gouri avec les Ouans. Mais puisqu'on ne pouvait pas leur demander de payer pour ce qu'ils venaient faire, le Ouan en échange qu'ils les recevaient leur disait qu'il me serait très important de savoir parler le baoulé. Et à 16 heures, le baoulé apprenait à parler le baoulé au Ouan et le Ouan lui entraînait à chanter le gouri. Pour les gourous, la rencontre à Maminzi de formation Maminingi a fait que les gourous et les Ouans sont restés pendant très longtemps ensemble jusqu'à ce qu'il y ait ce malheureux problème d'adultère pour qu'ils se séparent. Donc il y a eu une très forte collaboration. En ce qui concerne les Mona, bon, les Mona et les Ouans ont des affinités car c'est des cousins, ils sont liés par les mêmes mœurs. Le Mona chante en Ouan et le Ouan vice-versa chante en Mona. Et d'ailleurs, il y a très souvent des cérémonies de mariage entre Ouan et Mona. Il se trouve même que la plupart des jeunes Ouan ont pour mère Mona ou la plupart des jeunes Mona ont pour mère Ouan. Vous voyez, avec ces histoires de mariage, il n'y a pas de problème. Bon, les Ouan et les Mona se comprennent très très parfaitement car l'un peut utiliser la langue de l'autre comme s'il parlait le Ouan ou le Mona. En ce qui concerne les Koyaga, depuis le temps colonial, les Ouan avaient pour sous-préfecture Mankono. Et quand le colonisateur venait demander la main d'œuvre et qu'on ramassait d'autres pour les envoyer à Mankono pour les travaux forcés et autres, ceux-là, durant tout leur séjour, s'adaptaient et apprenaient à parler parfaitement le Koyaga. C'était la première phase. Bon, la deuxième phase, avec l'opposition des mœurs, disons des religions, les Koyaga viennent se marier à des filles Ouan qu'ils amènent à Mankono. Bon, celles-là deviennent des musulmanes, parlent parfaitement le Koyaga. Bon, quand ces femmes-là ont des enfants qui viennent voir leur oncle maternel, à force de parler le Koyaga, la grande-mère qui est là apprend aussi la langue. C'est ainsi que dans la région, dans la sous-préfecture de Kounaïri, la plupart des jeunes comme des vieux parlent le Koyaga. Cela est venu à arriver que le Ouan manipule facilement le Koyaga. Il y a dans tous les groupes ethniques un groupe qui parle toutes les langues des ethnies environnantes, alors que les autres ethnies ne parlent pas leur langue. Nous avons par exemple au sud ici l'exemple des Ewetilé, qui parlent le Nzima, qui parlent l'Agni, qui parlent la Bouré, mais tous ces peuples ne parlent pas leur langue. Il y a également autour même du groupe Baoulé. Les Agni parlent Baoulé, les Nzima comprennent Baoulé, les Abrons comprennent Baoulé, mais les Baoulés ne comprennent pas les autres langues. Vous comprenez? C'est un phénomène linguistique normal. Mais dans le cas des Ouan, il y a un autre phénomène qui est venu s'ajouter à cela. Les Ouan sont un peuple de diffusion de culture. Quand les Baoulés étaient venus les trouver, les Ouan ont enseigné le Goli aux Baoulés. Et pour danser le Goli, il faut nécessairement parler Ouan. Donc les Baoulés qui venaient apprendre le Goli étaient obligés de parler Ouan
pour pouvoir danser cette danse rituelle. Et les Ouans aussi profitaient de cette occasion pour apprendre la langue des autres. Ils ont fait la même chose avec le Gouro, avec les Monas, c'est presque le même peuple, vous comprenez. Et c'est cela, ce phénomène-là que nous constatons. Donc les Ouans sont un peuple de diffusion de culture. Pour danser le Goli, il faut nécessairement parler Ouan. Et les Ouans profitent de l'occasion pour apprendre aussi le Baoulé. Et les Ouans profitent de l'occasion pour apprendre aussi le Gouro. Quand ils apprennent aussi à danser le Zamblé, ils sont obligés de parler Gouro. Et c'est de cette façon qu'ils ont presque parlé les langues des peuples qui les entourent. Alors que les autres ne parlent pas leur langue. Vous voyez? Parce que le Baoulé qui a appris à parler Ouan ne le parle pas comme une langue ordinaire. C'est comme une langue sacrée, une langue rituelle. C'est comme aujourd'hui, avant l'indépendance, à l'église, tout le monde parlait latin. Mais le latin de l'église n'était pas le latin du marché, vous comprenez? C'est cela le phénomène. Donc, le Ouan que les Baoulés apprenaient, c'était un Ouan sacré. En dehors du Goli, il ne parlait pas. Mais le Ouan qui a appris à parler Baoulé, lui, était libre de s'exprimer parce qu'il n'y a aucun lien religieux entre ce qu'il dit et entre ce que les Baoulés savent. C'est pour cette raison que les Ouans parlent la langue des groupes environnants alors que les autres groupes ne le comprennent pas. Professeur, essayez de nous dire un peu les rapports culturels qu'il y a eu entre les Ouans et les autres peuples, tels que les Baoulés par exemple. Vous savez que quand deux peuples cohabitent, il y a le phénomène culturel qui s'établit entre eux. Les uns prennent des habitudes de vie des autres et vice-versa. Les Ouans ont donné beaucoup d'éléments culturels aux Baoulés, comme les Baoulés en ont donné aux Ouans. Mais je crois que les Ouans ont donné beaucoup plus aux Baoulés que l'inverse. Premièrement, c'est le problème du patrilignage, le problème de la patrilinéarité. Vous savez que tous les Akans, comme les Baoulés, sont matrilinéaires. C'est-à-dire que l'enfant vient à la succession dans le clan de sa mère et non dans le clan du père. Or, il se trouve que les Godais, qui sont les voisins immédiats des Ouans, ont adopté le système patrilinéaire des Ouans. Pour la raison très simple. Premièrement, au moment où les militaires de Ablapoku allaient comme avant-garde pour défendre les frontières ouest du pays baoulé, c'était des militaires seulement qui étaient partis. Arrivé à cet endroit, il a fallu épouser des femmes Ouans, puisque les femmes baoulées étaient restées à Warebo. Les femmes baoulées n'étaient pas parties à Béoumi. Donc, les militaires baoulés ou les soldats baoulés qui étaient allés combattre, ces gens-là étaient obligés de se marier aux femmes Ouans. Et en épousant les femmes Ouans, ils ont pris le système de parenté des Ouans, c'est-à-dire que l'enfant hérite du côté du père et non du côté de la mère. L'enfant appartient à la famille du père et non à la famille de la mère. C'est donc une influence des Ouans sur les Baoulés. Deuxième influence, ce sont les Baoulés qui ont pris le Goli des Ouans. Parce qu'à l'intérieur du groupe Akan, il n'y a pas de société de masques avant l'arrivée des Akans du Ghana en Côte d'Ivoire. C'est donc au contact des Sénoufo, au contact des Gouro et au contact des Ouans que les Baoulés ont porté des masques. Les Akans ne sont pas une société de masques. Mais il arrive que certains Akans portent des masques. Et s'ils le portent, c'est au contact des voisins. Le Goli particulièrement, c'est une institution sacrée Ouan. C'est une danse funéraire. C'est le Goli qui préside aux funérailles de tous les défunts de rang social important. Et les Baoulés, en arrivant, étaient allés chercher ce culte chez les Ouans. C'est pour cette raison qu'au cours de la danse, tout ce qui est dit, tout ce qui est prononcé est en Ouan. Voilà donc un deuxième élément culturel que les Baoulés ont pris au Ouan. Maintenant, il y a certains Baoulés, certaines femmes Baoulées proches de Ouan qui subissent également l'excision. L'excision n'est pas à cas ni la circoncision. Donc les femmes qui se font exciser chez certaines populations baoulées l'ont été au contact des Ouans.
voilà encore un élément culturel que les Ouans ont passé au Baoulé. À l'inverse, les Ouans aussi ont pris des noms baoulés. Et les Ouans aussi ont pris des habitudes de vie des Baoulés. Vous voyez? Mais ce sont ces 3 points-là qui sont les plus importants dans ce transfert d'éléments culturels d'ethnie à ethnie. Si les Ouans sont connus de tous en Côte d'Ivoire, c'est dû au fait que les Ouans sont les auteurs du culte Goli, une institution qui leur a été empruntée par leurs voisins, les Gouro et les Baoulés. D'ailleurs, le culte Goli est reconnu de tout le monde, étant donné que c'est un art plastique reconnu dans le monde entier, un art qui figure parmi les chefs-d'œuvre africains. Mais, au fait, qu'est-ce que c'est que le culte Goli? Mwamguli soro balo miyo ndiroge mwadiro igayegu sangule wone. Le Ouan est auteur du culte Goli. Le Goli, Ouan, d'ailleurs, est le masque sacré des Ouan que l'ancêtre a laissé comme le plus précieux héritage aux Ouan. Et comment ce Goli est venu pour être aujourd'hui une danse de cérémonie et de jouissance. Le patriarche Ouan, parti à organiser une partie des chasses, a trouvé des aigles qui étaient en train de dévorer une gazelle qu'il venait d'abattre. Effectivement, le vieux même était fort dans son genre. Il a pris son fusil de chasse. Et puisque lui l'avait laissé à la maison des enfants qui avaient faim et tout, il lui fallait du gibier pour venir nourrir sa famille. C'est ainsi, le vieux a pris son fusil et voulait tirer sur l'aigle, en profiter en même temps pour prendre la gazelle qui était là. Et quand il a braqué le fusil, le plus vieux aigle aussi, qui est aussi puissant que le vieux, lui a dit: attention, je sais quel dégât tu veux s'aimer dans ma troupe. Ne cherche pas à tirer, il n'y a rien de grave, je connais ton problème et je peux te le régler. À ce moment, les autres aigles s'étaient enfuis et ça restait le patriarche Ouan et le plus vieux des aigles. Et maintenant, il lui a dit: voilà, tu sais, la gazelle que je viens d'abattre sera pour toi quelque chose de précieux dans l'avenir. Cette gazelle, je vais couper des feuilles. Remarque bien ces feuilles-là. Je vais laver la tête et la peau de la gazelle avec. Ça va se transformer en quelque chose. Effectivement, quand il a lavé la tête et la peau de la gazelle, le reste de l'animal s'est mis sur pied. Il a dit au vieux Ouan: je te donne ce masque. Ça devient maintenant un masque. Et ce serait le plus sacré pour tous tes descendants. Il peut te rendre des services. Il peut être pour comme être contre. Si dans ta famille, tu as un problème grave, il est dit que tu as un enfant gravement malade, que quelqu'un veut le tuer, le matin, tu appelles le Goli. Mais comme l'a dit le patriarche, le Goli de son vrai nom s'appelle Douba Massa, qui signifie le roi des aigles, puisque ça a été donné par l'aigle. Alors, quelqu'un veut tuer un membre de ta famille, le matin tu te lèves, tu appelles 7 fois le nom du Goli et tu dis: si mon fils doit mourir d'une mort naturelle, ça ne tient qu'à Dieu. Mais si c'est un des siens ou des tiens qui veut tuer mon enfant, Douba Massa, je te charge de faire des enquêtes et je veux voir dans ta main celui qui veut porter atteinte à mon enfant. En tout cas, jusqu'au bout de 7 jours, la personne doit trépasser. Et avant de mourir, il dira que c'est Douba Massa qui me tue. C'est pourquoi d'ailleurs, le Douba Massa, appelé aujourd'hui par les enfants Goligré, a tout juste 7 chansons. Parce que tout se passe chez lui en 7 étapes.
Le Goli devient danse de cérémonie lorsque un décès est mort ou a perdu son fils. Dans ce cas alors, on fait appel au Goli. Et avant de l'enterrer, puisque l'aigle avant de donner la gazelle au vieux est sauté 7 fois dessus, nous installons le corps à l'air libre et loin de la présence des femmes. Au dehors, le Goli saute 7 fois sur le corps avant de l'amener à sa tombe. Goli est un esprit de la brousse que les Ouans adorent comme tel. C'est un élément essentiel de leur univers religieux. Le Goli est un esprit de la brousse que les Ouans adorent. C'est au départ un esprit de famille. Et de l'esprit de famille, le Goli est devenu un objet de culte pour tout le village. Le Goli a plusieurs aspects. Il y a un Goli dans son bois sacré. Il y a un Goli que nous voyons dans les jours de manifestation. Et puis un Goli que les femmes et les enfants ne voient pas selon les circonstances. Les Ouans eux-mêmes sont ne sont pas très bavards quand on leur pose des questions sur le Goli, et surtout quand on n'est pas membre du culte de Goli. Mais disons simplement, pour ne pas vexer les gens, que le Goli est une danse funéraire par excellence. Quand il y a un décès important dans un village, et quand ce n'est pas une femme ni un enfant, c'est le Goli dans un premier temps qui l'annonce. C'est le Goli dans un second temps qui vient danser sur le corps du mort avant son inhumation. Et c'est le Goli qui va enterrer le mort au bois sacré. Donc voilà les 3 grandes fonction du Goli en tant que masque funéraire. Maintenant, il y a un autre Goli que tout le monde danse, que les femmes et les enfants peuvent danser les jours de grandes cérémonies dans un village. Alors, en ce moment-là, les femmes participent, mais elles ne touchent pas le Goli, elles ne l'approchent pas trop, et puis elles demeurent un peu loin de toute cérémonie qui a un rapport avec le Goli. C'est-à-dire que les femmes ne mangent pas la nourriture préparée dans le bois sacré du Goli, et les femmes ne mangent pas, c'est comme on dit en africain, les dépenses effectuées pour les Goli. Vous comprenez? Donc les femmes et les enfants, à un moment donné, sont exclus de certaines cérémonies. Seuls les hommes, seuls les initiés participent. Il y a, je ne pense pas que ce soit un grand secret, 5 masques de Goli. Il y a le Goli principal qu'on appelle Goli Gourin, qui est le mâle. Il y a le Goli Pan, qui est la femelle. Il y a les Kple qui sont les enfants. Et puis le Goli B, le Kwasi B, qui est le mâle du Pan, c'est-à-dire l'équivalent du Pan. Le Pan étant